Une partie du marché d'Antokpa ravagée par un incendie ce 16 avril 2018. Aucune victime n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels. Nous en parlerons dans cette édition. Alors que cela fait exactement 3 mois que la grève a débuté dans les établissements publics et se poursuit encore dans les écoles privées, les examens se préparent activement. Vous suivrez à ce propos un reportage de Antoinette Sagbo. 3000 experts environ participent à une conférence panafricaine sur le paludisme près de Dakar pour faire le point sur la lutte contre cette maladie responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde et toujours en progression selon l'OMS. Voilà pour le sommaire de ce nouveau rendez-vous de l'information. Bienvenue donc à toutes et à tous dans ce journal. La coalition pour la défense de la démocratie CDD a vu le jour ce samedi 14 avril 2018 à Djefa. Aux commandes de ce regroupement, plusieurs autorités morales, à l'instar des anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, du médiateur émérite de la République, Albert Tevoidjre. Et cette coalition compte aussi en son sein le président d'honneur de l'Union sociale libérale, USL, Sébastien Germain Adjavon, opposant politique au chef de l'État Patrice Talon. Ensemble, ils dénoncent la violation par le président Talon du serment prêté le 6 avril par le non-respect de la Constitution et mettent en garde le Parlement contre un éventuel remplacement de la LEPI par une liste extraite du RAVIP. Ils appellent le président à faire installer le COS LEPI et à procéder à son audit, à convoquer une assise nationale. À quelques encablures de Djefa, le Parti des valeurs républicaines, PVR de Loto-Huénou, à l'occasion des 2 ans de gouvernance sous la rupture, a organisé ce samedi un meeting au cours duquel le bilan de la gestion Talon a été présenté. Et c'était à Semekodji, selon Loto-Huénou, le bilan du président Talon est satisfaisant. Frégis Serlan pour le compte-rendu. Dans cette salle de la Maison des Jeunes de Semekodji, ce samedi 14 avril 2018, le Parti des valeurs républicaines, PVR de Lot-Huénou, a fait le point de la gouvernance de Patrice Talon depuis le 6 avril 2016. Devant militants, sympathisants et quelques curieux, le président de ce parti qui soutient la politique du régime a défendu sans réserve ses actions. En somme, un bilan qu'il estime élogieux. D'abord, c'est avec le président Talon que le découpage du Bénin en 12 départements devient une réalité. Il était courageux. Le déménagement de la lutte contre la corruption, de la fission et du rêve, où il était logé, pour donc la réalité où elle vit actuellement, de l'assainissement des finances publiques, qui va de pair, n'est-ce pas, avec la réduction du train de vie de l'État. Le délaissage interpassif a un mauvais souvenir. Les populations des départements de collines se réjouissent déjà. 50 milliards pour régler définitivement le problème de la couverture d'eau dans les 6 communes donc, de ce département. Les femmes bénéficient désormais des programmes améliorés de microcrédit. Le déficit budgétaire 2015, qui est de 8%, est allé à 4,8%. Infrastructure, tourisme, sécurité et santé, toutes les réformes et actions engagées dans ces secteurs ont été citées par le président du PVR. Il s'est ensuite prononcé sur la création du parti de l'opposition, Union sociale libérale USL, de Sébastien Germain Adjavon, dont il juge le discours sévère. Le PVR invite le président Adjavon à se débarrasser de l'esprit de critique et à nous proposer, sinon à proposer au gouvernement des solutions au mot qui défient tout gouvernement. On n'a pas besoin d'être dans le gouvernement avant d'apporter sa contribution au développement du pays. Lot-Huénou a terminé son meeting en se prononçant sur la récente sortie de l'ex-ministre de la Défense, Candide Azanaï. Le président du PVR a condamné ce qu'il nomme déballage du ministre et a dénoncé ses propos qui, selon lui, payent en noir le bilan de la gouvernance du président Patrice Talon. Azanaï est un leader d'opinion. Il doit savoir raison garder et en savoir faire donc la sélection de ses mots. Sous aucun prétexte, il ne doit contribuer à la déstabilisation du régime qui
qu'il a préféré aux Béninois pour les sortir de la précarité. Le Parti des valeurs républicaines vient ainsi de réitérer son soutien au gouvernement de Patrice Talon. À cette occasion, il a reçu le soutien des jeunes sages et maraîchers de Semekpodji. Il avait aussi à ses côtés la présidente du mouvement Fouka Fouka, Jeanne Assoklé, qui a en langue entretenu l'assistance sur le bilan du régime Talon. Incendie au marché international de Dantokpa, je vous l'annonçais en titre, une grande partie du marché a pris feu dans la nuit du dimanche 15 avril au petit matin de ce lundi 16 avril 2018, en dépit du dynamisme des sapeurs-pompiers. Ce lundi, le bilan humain est au soulagement qu'il n'y a pas de victimes dénombrées. En revanche, la quasi-totalité de la zone de vente des céréales du marché a été ravagée, de même que les petits commerces alentours. Au total, près de 4000 m² environ. Une délégation gouvernementale vite dépêchée sur les lieux a témoigné du soutien de l'État aux victimes. Les causes de cet incendie, j'allais dire, ne sont pas encore déterminées, mais des sources anonymes avancent un câble électrique défectueux comme origine de l'incendie. Notons que le samedi 31 octobre 2015, une partie du marché avait déjà été ravagée par un feu causé par une camionnette transportant de l'essence de contrebande. Allons au Parlement où la séance plénière de ce vendredi a connu l'examen de 2 projets de loi portant autorisation de ratification de l'accord international sur le code bénino-togolais de l'électricité amendé, puis l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. C'est le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, qui a bien sûr défendu le dossier devant la représentation nationale. Amen Didier, Mpenoudji, Romaric Devouchi pour le point. Il s'agit de 2 projets de loi relatifs. Le premier à l'autorisation de ratification de l'accord international sur le code bénino-togolais de l'électricité amendé. Le deuxième texte relatif à l'autorisation de ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale signé par le Bénin le 3 août 2017. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, a convié la commission du plan de l'équipement et de la production a présenté son rapport sur chaque projet de loi. On comprend donc à travers ce rapport que notre pays, le Bénin, en ratifiant cet accord cadre, va pouvoir permettre aux opérateurs privés béninois d'investir en toute sécurité et à long terme dans le sous-secteur énergie électrique. Le nouvel accord octroie une souveraineté aux parties contractantes quant à leur capacité de production d'énergie pour satisfaire leurs besoins et autoriser les activités de production, d'importation et de transport de l'énergie électrique selon la convenance de chaque État. Les députés ont pris ensuite la parole pour faire leurs observations et recommandations sur ces 2 projets d'autorisation de ratification sur l'accord cadre créant l'Alliance solaire internationale et l'accord international sur le code bénino-togolais de l'électricité amendé. Concernant l'accord de l'Asie, Alliance solaire, on nous présente très souvent les avantages. Mais très souvent, lorsqu'on dit, bon, si vous signez, vous avez tel milliard, j'aimerais qu'on nous dise un peu les conséquences négatives. Je souhaiterais que le gouvernement donne à la représentation nationale quelle est la situation réelle aujourd'hui de ce projet-là et de nous dire quelles sont les 67 localités qui sont prises en compte pour qu'on ait une cartographie nationale donc de ces 67 localités. La communauté électrique du Bénin, qui est le fruit de cet accord, a fait du chemin. Aujourd'hui, ce monopole-là est cassé pour profiter aux installations privées. Nous avons espoir, Monsieur le Président, que même les factures, les hausses factures que nous constatons tout le temps, à chaque fin du mois, dès que vous voyez les agents de la SPBE pénétrer votre maison, je crois que normalement avec cet accord, il y aura une baisse.
Le ministre en charge de l'énergie, Donald Jean-Claude Oussou, présent à l'hémicycle, interviendra pour rassurer les députés béninois de l'importance pour notre pays de ratifier ces deux accords. Ces deux accords que nous sollicitons pour leur ratification va changer littéralement le secteur de l'énergie. Dans notre pays, je veux parler donc du Code bénino-togolais qui va nous permettre évidemment d'ouvrir ce secteur aux investissements privés. Nous voulons être comme les grands pays où on anticipe en ayant une vision et en donnant de la visibilité. Donner de la visibilité, c'est aussi être en capacité de prévoir nos besoins dans les 5, 10, 15 prochaines années à venir. Les deux projets d'autorisation de ratification dans le domaine de l'énergie électrique soumis au vote des députés ont été adoptés à l'unanimité. La loi numéro 2018-08 est adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Les députés se retrouvent la semaine prochaine pour l'examen d'autres projets d'autorisation de ratification. Éducation, pendant que les portes des classes de l'enseignement public sont fermées pour faire de grève bientôt 3 mois jour pour jour, les établissements privés d'enseignement secondaire ont tous évolué dans l'exécution de leur programme. Ils finiront les cours d'ici mi-mai avant d'entamer les révisions. Et c'est le cas des établissements catholiques Saint-Jean de Cotonou et Saint-Augustin, sillonnés par notre équipe de reportage. Suivez plutôt. Ce sont les seuls établissements d'enseignement qui fonctionnent sans la moindre perturbation depuis plus de 3 mois de grève. Pour voir les activités pédagogiques se dérouler tous les jours ouvrables de chaque semaine, il faut en effet se rendre dans les écoles, collèges et universités privées. Au cours secondaire Saint-Augustin de Cotonou, ce jeudi matin, on peut voir les élèves et enseignants en plein cours. Tsunami, very good. What's it? You? Earthquake. Excellent. Yes, another example. Ici, on parle même d'avoir déjà exécuté à 80% le programme d'enseignement en cours, notamment dans les classes d'examen. Même constat au collège privé de Saint-Jean. Tout ce qui concerne les méthodologies à enseigner aux enfants, nous nous attelons à ce que cela se fasse. Et dans les classes d'examen, compte tenu d'une progression bien déterminée, à la fin du mois d'avril, tous les programmes sont achevés et pour les retardataires, la fin de la première semaine du mois de mai. À telle enseigne que nous démarrons les révisions. Le travail dans l'ensemble, ça peut aller. Il y a la rigueur, ça nous permet de bien travailler, de bien comprendre les cours et de bien avancer. On aide les professeurs à finir le programme. On a eu le premier du Bénin l'année passée à Saint-Augustin. On espère l'avoir aussi cette année. Donc dans l'ensemble, on est assez bon. Un parfait déroulement de l'année scolaire 2017-2018 dont ne se contentent guère les apprenants. Ils ont développé leur propre stratégie pour réussir leurs examens. Nous avons formé en classe des groupes d'études pour nous renforcer dans les matières dans lesquelles on n'est pas assez fort ou qu'on ne comprend pas bien. Ensuite, on vient à des TD les samedis. Et puis après, si on ne comprend pas, on se rapproche de nos professeurs personnellement après pour qu'ils nous expliquent et on arrive à garder ce qu'on ne comprend pas. Je dois réviser encore plus mes leçons et les assimiler et quelques formules de maths et ça ira. Subsiste malgré tout dans ces établissements une inquiétude. Elle concerne l'issue de l'année en cours. Sera-t-elle validée ou non avec la grève qui n'en finit pas dans l'enseignement public au Bénin? Psychologiquement, il y a certains élèves qui sont abattus du fait que jusque-là, la date n'est pas encore connue. Mais il y a d'autres qui sont prêts. Pour les enfants béninois, j'ai très mal. Parce que ça fait des années que nous déplorons la baisse du niveau de ces enfants. Mais avec ces grèves-là, je dis, aucune revendication n'a pour intérêt de valoriser l'éducation aujourd'hui. C'est d'abord pour des intérêts personnels. Et on sacrifie des enfants de ce genre. Mais en même temps, j'ai la conviction que l'année ne sera pas blanche. Nous prions beaucoup pour que la situation se régularise, puisque les enfants sont les mêmes. Nous encourageons ceux qui sont ici à pouvoir continuer, même si on prolongeait l'année, qu'ils aient déjà des acquis
Et puis, à leur tour, ce serait seulement les révisions pour eux. Parce que nos élèves, par exemple, nous n'allons pas les laisser jusqu'à la fin de notre année scolaire ici. Nous retenons les candidats au moins une fois par jour. Ils sont avec nous dans la matinée ou dans l'après-midi jusqu'aux examens. Un recours à Dieu normal dans ces établissements confessionnels privés pour une fin de la grève cause de nombreuses perturbations scolaires dans les établissements publics, pour aussi un retour à la normale dans l'éducation. C'était un reportage d'Antoinette Sagbo. Parlons pluviométrie à présent. Vous le savez, les données climatiques deviennent de plus en plus complexes avec le réchauffement planétaire qui rend difficile la gestion des saisons, surtout celles pluvieuses. N'empêche, dans le cadre de la gestion des pluies 2018, les climatologues donnent quelques prévisions. Corneille Aïssé et Fiacre Voitan nous en parlent. Suivez ce reportage. La grande saison pluvieuse démarre à Cotonou et dans les autres villes du sud Bénin. Les premières pluies tombent déjà et annoncent les couleurs d'une période faite de précipitations et d'humidité, souvent difficile à vivre à cause des inondations. Ainsi, en début de chaque saison, des interrogations et inquiétudes persistent. Que réserve alors la grande saison des pluies 2018? Quelles sont les prévisions saisonnières? Quel sera le comportement des pluies et l'écoulement des eaux? Ces interrogations ont réuni experts climatologues, météorologues, hydrologues au Forum 2018 des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques dans les pays du Golfe de Guinée. Forum tenu du 5 au 9 mars 2018 à Lomé au Togo. Les prévisions de cette année ne seront pas exceptionnelles du point de vue hauteur de pluie. En réalité, sur nos côtes, il pourrait y avoir une arrivée précoce des pluies. D'ailleurs, on l'a déjà constaté, arrivée précoce des pluies, et le total des pluies durant cette saison peut être égal ou légèrement supérieur à la moyenne de saison. Légèrement supérieur à la moyenne, et on peut enregistrer aussi une précocité de l'arrêt de la saison pluviale. Et au cœur de cette saison, on peut assister également à des poches de sécheresse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jours consécutivement sans pluie, c'est-à-dire qui va entraîner une sécheresse à l'intérieur de la saison. Et cela peut avoir des conséquences sur la production, sur la santé et sur l'environnement. Dans le sud Bénin, des quantités de pluie légèrement au-dessus de la moyenne sont attendues. Nous savons que dans le sud Bénin, les hauteurs de pluie annuelles varient entre 1000 et 1350 mm de pluie. Bon, ça peut aller légèrement au-delà de cette moyenne. Mais ce qui va se passer, ce n'est pas au niveau du total annuel que le problème se pose, c'est au niveau du total saisonnier. Au niveau du total saisonnier, lorsque par exemple vous assistez à une accumulation de pluie sur 3 à 4 jours qui dépasse légèrement les moyennes saisonnières, il peut y avoir une inondation tout de suite. Ou bien lorsque vous avez une période de sécheresse plus longue à l'intérieur de la saison des pluies, vous allez assister à la dégradation importante de l'environnement. Donc tout cela peut s'observer avec beaucoup d'attention et donner à réfléchir aux autorités. À l'issue de ces prévisions, d'importantes recommandations ont été formulées pour prévenir les risques et mieux tirer profit de la saison. Le climatologue invite alors les acteurs de la chaîne de prévention et de gestion des risques et catastrophes à savoir anticiper. Ce qu'on devait faire, c'est commencer par prendre les dispositions pour anticiper sur ce qui pourrait venir. Pour la saison, nous savons que les inondations dans nos villes sont cycliques. Pourquoi ne pas anticiper? Commencer par mettre en place des systèmes de protection et amener les populations à mieux s'installer. Parce que l'installation anarchique des populations est aussi cause d'inondations. Ces prévisions climatiques, fortement influencées par le réchauffement planétaire, sont à prendre au sérieux pour mieux gérer la grande saison des pluies 2018. Une conférence panafricaine sur le paludisme s'est ouverte ce dimanche près de Dakar, où sont attendus plus de 3000 experts pour faire le point sur la lutte contre cette maladie responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde et toujours en progression selon l'OMS. La 7e édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme a été inaugurée par le président sénégalais Macky Sall au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio,
une nouvelle ville située à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, selon un correspondant de l'AFP. 20 ans après sa première édition, déjà au Sénégal, les experts partageront jusqu'au 20 avril les dernières avancées de la recherche en matière de surveillance de la maladie, de diagnostic, de traitement ou encore de progrès vers la réalisation d'un vaccin toujours attendu. Nous suivons ici un extrait des propos du président Macky Sall et de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous devons relever certains défis liés à la résistance des parasites et des vecteurs, on le sait, mais aussi les défis liés au changement climatique, défis liés au renforcement des capacités techniques, à la mobilisation de ressources, à la recherche scientifique et au plaidoyer global dans le cadre de cette lutte. Aux chefs d'État et de gouvernement, aux décideurs, je lance un appel pour intensifier la mobilisation afin de fermer définitivement la page du paludisme, qui est à la fois un fardeau économique, un obstacle à la lutte contre la pauvreté et un frein à l'essor économique et social. Les progrès ont ralenti et nous sommes désormais confrontés au risque sérieux d'inversion des acquis engagés au cours de la dernière décennie d'action, notamment la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme et la mobilisation de ressources. Les défis aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme sont de trois ordres. Le premier défi, c'est la mobilisation des ressources, intensifier la mobilisation des ressources. Le deuxième défi, c'est l'implication communautaire dans la lutte contre le paludisme. Le troisième défi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment trouver un vaccin pour effectivement, et qui doit effectivement permettre de pouvoir prévenir le paludisme. La prison d'Alençon prépare l'arrivée de détenus radicalisés. C'est l'une des deux prisons les plus sécurisées de France avec Vendin-le-Vieil. Le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe prépare l'ouverture d'un quartier pour détenus radicalisés. La création de ce nouveau QPR avait été annoncée en février par le gouvernement. Reportage. Cette fois, il s'agit d'un exercice. Mais à l'heure des repas au quartier disciplinaire, c'est toujours le même rituel pour les surveillants qui redoutent la violence de certains détenus. On se prépare à donner le repas à un détenu qui est en gestion équipée, donc voilà, en tenue de protection, afin d'éviter en cas d'agression, afin de se protéger d'éventuels coups. Ouvert en 2013, le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe reçoit les détenus les plus violents dans un bâtiment ultra sécurisé. 4 miradors, des murs d'enceinte particulièrement élevés et des cellules toujours fermées. C'est l'une des prisons choisies par le gouvernement pour accueillir des détenus radicalisés, désormais regroupés dans des quartiers étanches, à l'écart des autres prisonniers. Ce bâtiment est adapté. Il permet de travailler sur l'étanchéité, il permet de séparer. Donc on peut travailler sur de la prise en charge individuelle et on peut travailler sur la prise en charge collective. Autant de choses que les personnels et établissements ont déjà démontré. Après 4 mois d'évaluation, les détenus seront envoyés en détention ordinaire ou dans un QPR, un quartier de prise en charge de la radicalisation où la sécurité sera encore renforcée. Davantage de vidéosurveillance, installation de grilles aux fenêtres des cellules et de passe-menottes à toutes les portes. Il faut vraiment qu'on contrebalance l'aspect sécuritaire de l'architecture avec plus de communication en interne pour obtenir l'adhésion des personnes qui nous seront confiées, sans quoi on pourra simplement observer et pas évaluer. Donc pour cela, il faut que les personnels mettent aussi en confiance, soient eux-mêmes en confiance, et pour ça, il faut une formation qui les aide à la communication et au désamorçage des conflits. 18 agents pénitentiaires devraient être recrutés et formés pendant 3 semaines pour une arrivée des détenus prévue fin août. Mais pour certains syndicats, la méthode n'est pas la bonne. Aujourd'hui, on les isole dans des quartiers. Mais parce qu'on nous dit qu'il nous faut des quartiers étanches. Un quartier dans une détention, il faut savoir que c'est jamais étanche, c'est impossible. Donc c'est pour ça que nous, on aimerait que les personnes détenues radicalisées soient sur les établissements entiers.
Actuellement, le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe compte 210 surveillants pour 117 détenus. Un ratio élevé qui n'empêche pourtant pas les agressions. Avant de clôturer cette édition, une brève, des centaines de personnes ont manifesté leur colère à Bagdad au sujet des frappes en Syrie, brûlant un drapeau américain et scandant des slogans. Ils étaient des milliers à également manifester dans d'autres villes du pays. C'est ici, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à cette édition que vous avez pris certainement du plaisir à suivre. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et surtout, restez scotchés Eden TV.